Comme l'an passé, je remercie et félicite mes collègues de fédération confrontés à ces vœux pour leur pondération, leur souci de l'échange et leur volonté d'aller de l'avant. La très grande majorité des villes concernées a fini par se raviser et travailler main dans la main avec nos structures pour le milieu naturel, la biodiversité commune, bref, pour l'intérêt général. Nous redisons que la pêche au vif est une activité légale et très minutieusement réglementée. La très grande majorité des collectivités sont des partenaires et des défenseurs de notre activité car elles connaissent l'utilité sociale de nos missions et le caractère populaire de notre activité. À ce titre, nous défendons toute pêche que la loi permet et nous le ferons avec conviction et détermination. Nous comptons bien entendu sur votre ministère et sur votre soutien. Enfin, je veux maintenant aborder un dossier ancien, complexe il est vrai, mais qui met notre réseau associatif en tension, je dirais plus en colère. Elle s'est exprimée hier. Je veux parler du cormoran. Cet oiseau fait l'objet d'une procédure de régulation. Jusque-là, tous les 3 ans, le ministère définissait un quota de tir département par département, non seulement pour les piscicultures, mais également pour les eaux libres. Des décisions de justice sont intervenues ces dernières années pour dire en quelque sorte que les arrêtés de tir n'étaient pas suffisamment motivés. Au cours du groupe national, nous n'avons pas, hélas, réussi à convaincre de l'impérieux besoin de tirer cet animal très présent sur nos territoires, et tout cela au détriment de la biodiversité aquatique commune. Alors nous avons abordé ce dossier hier en Assemblée générale et nos mandants souhaitent que nous entreprenions toute mesure possible pour faire avancer ce dossier dans le sens d'une meilleure protection de notre patrimoine piscicole. Nous allons d'ailleurs mobiliser le Parlement sur ce dossier pour solliciter son soutien et je pense que le sénateur Decool nous en dira quelques mots tout à l'heure. Les textes soumis à consultation du public cet été ne sont pas encore publiés et nous espérons que c'est pour mieux s'atteler à trouver des solutions pour assurer une régulation départementale. Il est urgent, indispensable que le ministère permette au département de solliciter et d'obtenir des arrêtés de tir. Je vous le dis solennellement, je veux vraiment vous alerter et vous convaincre, Madame la Ministre, de l'attente forte de nos structures sur ce dossier et la détermination de notre réseau. Lors de notre Assemblée générale, hier, nous avons bien senti, et j'ai bien senti que ce dossier était explosif. Nos fédérations, et croyez bien que les pêcheurs, quand ils sont décidés de l'être, ils le sont remontés. Ils sont excédés au point même, et je le dis, j'allais dire droit dans les yeux, Madame la Ministre, d'envisager des solutions les plus radicales. Je n'y suis pas opposé, et la FNPF y prendra toute sa part, et sachez que sur ce sujet, je ne lâcherai rien, et nous ne lâcherons rien. Nous ne pouvons plus accepter d'être impassifs devant ce massacre délibéré d'espèces piscicoles. Ce revirement, et là de votre ministère, Madame, soudain, subit, contrarie fortement la dynamique de notre réseau
alors que la biodiversité a besoin de toutes les forces vives qui travaillent pour elle, et les pêcheurs sont toujours, quand vous le demandez, présents au rendez-vous. Rendez-le-nous par rapport à cette problématique du cormoran. Voilà, Madame la Ministre, les propos que je souhaitais partager avec vous. Nous avons quand même aussi beaucoup de sujets en commun sur lesquels nous vous attendons aussi pour être notre porte-parole dans les interministériels, au Parlement ou à l'international. Nous sommes un des grands acteurs de cette politique de l'eau à laquelle nous croyons. Nous sommes des militants de tous les instants. Nous représentons l'une des plus dynamiques activités de pleine nature. Et très franchement, ma chère ministre Bérengère Couillard, nous comptons fortement sur vous pour porter et incarner nos convictions. Merci de votre écoute. Dans nos discussions, Monsieur le Président, vous m'avez fait part de vos inquiétudes concernant la gestion du cormoran, et vous l'avez rappelé ici ce matin. Nous devons trouver une réponse adéquate pour la prévention des dégâts de grands cormorans sur les cours d'eau et plans d'eau, dans un contexte qui est marqué par de nombreux recours contentieux, tous perdus par l'État, vous l'avez d'ailleurs vous-même précisé. Au regard de la difficulté à justifier l'octroi de dérogations sur les plans d'eau, il a été décidé de proposer un arrêté triennal ne comprenant que des plafonds pour la prévention des dommages aux piscicultures, sans prévoir à ce stade de dérogation hors pisciculture. L'arrêté fixant les plafonds pour la période 2022-2025 octroie ainsi un plafond annuel de près de 28 000 individus autorisés à la destruction. Ça correspond à environ 24% de la population hivernante recensée en janvier 2021. Et le cormoran, c'est une espèce native qui fait partie des écosystèmes dans lesquels elle est présente et détruire des individus pose donc des questions sur les raisons de notre intervention. Mais je comprends évidemment votre inquiétude, vous me l'avez signalé longuement lors de notre rencontre, et je comprends avec les applaudissements nourris de ce matin que c'est un sujet très important pour l'ensemble des fédérations départementales et je vous assure d'être extrêmement attentive et à l'écoute sur ce sujet. Je comprends donc votre inquiétude de ne plus bénéficier de dérogation. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à ce que les données démontrent localement l'impact du grand cormoran sur l'état de conservation des espèces de poissons menacées. Attendez, je continue et après on aura l'occasion d'échanger si vous le souhaitez. Donc l'arrêté triennal, il pourra être complété afin d'ajouter des plafonds de destruction sur les cours d'eau et plans d'eau concernés. Et justement, pour aider à objectiver l'impact sur les poissons du grand cormoran, j'ai demandé à l'Office français de la biodiversité, d'ailleurs nous avons Monsieur Dubreuil que je salue et qui pourra, j'imagine, vous en dire un mot juste après dans son allocution. Donc on a prévu d'étudier et de comparer les données issues des recensements de l'espèce avec celles provenant des stations de pêche électriques réparties sur le territoire. Et si cela s'avère pertinent, des études de moyen long terme pourront également être réalisées pour tenter de caractériser l'impact direct du grand cormoran. Vous comprenez bien que lorsque l'État est débouté des demandes qu'il fait, il faut que nous arrivions justement à nourrir ces demandes. Et donc c'est pour ça que nous allons travailler très consciencieusement avec l'OFB, avec votre aide également, pour qu'on arrive justement à prouver que ça ait un réel impact, même si vous le voyez, il faut qu'on arrive justement à pouvoir le prouver. Donc la sortie de l'arrêté n'est pas l'épilogue à ce sujet. Et nous continuerons à travailler dans la transparence des données, des enjeux et dans un esprit de concertation. Alors nous avons de nombreux sujets de travail à venir pour protéger les espèces piscicoles. Je peux citer bien évidemment les poissons migrateurs, vous l'avez fait Monsieur le Président, dont l'État est étroitement lié à la restauration des continuités écologiques. Ce dossier est un combat de longue haleine, vous le savez. Je porte l'ambition de retrouver des cours d'eau fonctionnels.
Je resterai attentive à la conciliation des enjeux de restauration des continuités écologiques avec les autres usages, dont celui de la production énergétique. Je sais que c'est un sujet évidemment important, vous l'avez rappelé dans votre vidéo qui était extrêmement claire sur la destruction de la biodiversité, et j'y serai particulièrement vigilante. Donc je tiens également à ce que cette question fasse l'objet de réelles concertations locales pour concilier au mieux les enjeux à la bonne échelle, en fonction des caractéristiques du territoire, de la valeur écologique des cours d'eau et des coûts et bénéfices. Je citerai également la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. À ce sujet, nous avons lancé un appel à projets pour des opérations coup de poing, et j'invite d'ailleurs vos fédérations à relayer ces appels à projets et y participer activement. La pêche, c'est un art de vivre connecté à la nature et au grand cycle de l'eau, et c'est un atout pour la préservation de notre patrimoine naturel, tant exposé aux impacts des activités humaines et du changement climatique. Je sais pouvoir compter sur les pêcheurs pour participer pleinement aux côtés du ministère de la Transition écologique, de l'OFB, des agences de l'eau et des autres acteurs des milieux aquatiques, à l'éducation de nos enfants, à la sensibilisation de nos élus, de nos parlementaires, à la beauté des cours d'eau et des milieux humides, et aux enjeux de la préservation et la restauration de leur fonctionnement. Et je tiens à vous assurer que pour nous, vous êtes un maillon clé du grand cycle de l'eau. Vous avez, Monsieur le Président, appelé de vos vœux dans votre prise de parole au fait que je puisse incarner avec détermination les besoins des fédérations, et je vous assure de pouvoir faire, j'essaierai de faire de mon mieux. Voilà, mais vous pouvez compter sur mon attention, sur mon écoute, et ce sera vraiment une relation extrêmement fluide, et je le souhaite. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite évidemment une excellente journée, et vous pouvez compter sur moi pour que nous puissions porter les différents projets qui sont les nôtres, et également aussi les préoccupations qui sont les vôtres. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie pour tous vos propos. J'allais dire votre gentillesse. Vous ne nous avez pas rassuré sur le cormoran, hein, loin s'en faut. Mais je sais pas. Monsieur le Président, je vous ai... Vous nous avez entendu. Oui. Vous nous avez écouté, mais vous nous avez dit qu'il fallait... Écoutez, ça fait longtemps que ça dure, cette histoire-là, et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse trouver une solution, mais je le dis d'une manière très solennelle et très forte, une solution, quelle qu'elle soit. Tout à l'heure, Pierre Dubreuil nous parlera de l'action que l'OFB compte faire au travers de sa police de l'eau. Je n'ai pas parlé, mais bon... Connaissant les effectifs de l'Office français de la biodiversité et des services départementaux, hélas, je ne suis pas persuadé que ça puisse résoudre tous les problèmes. Même si je sais que les agents sont des personnes de bonne volonté et qu'ils feront le nécessaire pour faire le maximum. Mais d'un autre côté, ne privilégiez pas une certaine catégorie d'associations environnementales qui pensent défendre une cause qui n'est pas la bonne. Et on va se retrouver, Madame la Ministre, devant la situation du gouvernement à des cas de désobéissance civile et civique. Je vous le dis, il y en a, et sans les cautionner, je ne bougerai pas là-dessus. Et on est prêt à aller très loin parce que c'est un sujet, je ne suis pas persuadé que vous le mesurez. Je ne suis pas persuadé que vous le mesurez à tel point nos fédérations, et bon, les pêcheurs sont des gens qui sont réfléchis, posés, mais qui vont et qui pourront être déterminés le cas échéant. C'est un vrai sujet, et donc très franchement, je compte sur vous, mais pour qu'on puisse vraiment travailler, qu'on arrive à une solution. Sinon, l'année prochaine, ça va être difficile. L'année va être très difficile pour nous tous. Voilà. Merci Président, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, il m'appartient de présenter donc, je dirais un rapport d'étape, on va dire, de ce qu'est effectivement cette crise comme nulle nous avons rencontré jusqu'alors. Et comme je disais tout à l'heure, donc en aparté,
ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou laisser croire à la population, simplement une crise conjoncturelle, mais c'est avant tout une crise structurelle qui va s'inscrire dans le temps, notamment en raison donc des impacts du changement climatique. Et je pense que plus que jamais, et dans un sentiment un petit peu, d'ailleurs, qui donne un petit peu la température, on pourrait dire même que ce matin, à travers le Cormoran, on était un peu en surchauffe, avec une forme d'exaspération. Je dirais que pour ce qui intéresse la gestion de la ressource en eau, la préservation des milieux aquatiques et la préservation des biodiversités, on en est au même stade, tout simplement. Effectivement, ce stade où aujourd'hui, malgré cette situation de crise que chacun d'entre nous et que la population peut rencontrer, la tentation à la fois de tomber dans des solutions dites technologiques ou la solution de facilité, la revendication très sectorielle de certaines activités économiques au détriment d'ailleurs d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, ne se sont jamais autant exprimées cet été. J'en veux pour preuve, et je vous invite à écouter le podcast et l'intervention d'un président de la FNSEA le 18 août dernier sur France Inter. Je vous invite à l'écouter parce que j'avais le sentiment d'être revenu, pour moi qui suis déjà un vieux, entre guillemets, qui avait usé mes fonds de culotte sur les fonds des cours d'eau avant qu'ils ne soient recalibrés dans le cadre des travaux d'hydraulique agricole connexes au remembrement. J'ai connu les années 70 où effectivement le leitmotiv c'était le recalibrage des cours d'eau, la ligne droite. Effectivement, il n'y avait que de salut que par la ligne droite, le drainage. Et force est de constater que, 40 ans plus tard, enfin même 50 ans plus tard, hélas, l'histoire se faisant, on est revenu effectivement dans ces vieux démons. Et je pense qu'il est grand temps que la population, et nous avons, nous, une responsabilité, je pense, en tant qu'acteurs des territoires, acteurs de terrain, présents sur ces territoires, où effectivement nous sommes un peu les porte-parole de ce monde en souffrance, de ce monde du silence en souffrance, de ces poissons qui meurent, non pas sur les fonds baptismaux, mais qui meurent sur les fonds des cours d'eau, de ces cours d'eau qu'on transforme en chemin de grande randonnée. Nous avons besoin effectivement de convaincre l'opinion publique. Et je pense que parce que même s'il ne coule pas de l'eau toujours au robinet, je pense que l'opinion publique n'est pas encore, pas approprié cet enjeu qui est majeur, puisque c'est le Code de l'environnement qui le dit, et je m'arrêterai là dans mon propos introductif, mais il faudra quand même rappeler effectivement que la priorité, c'est l'alimentation en eau potable des populations, la santé et la sécurité publique, et que vient immédiatement derrière la satisfaction des besoins pour les milieux naturels. Et quand on voit effectivement qu'aujourd'hui, systématiquement, pendant tout l'été, on a eu de cesse que de nous bassiner, sans mauvais jeu de mots de ma part, effectivement sur le fait que c'est l'impact de la sécheresse sur l'agriculture. Écoutez, excusez-moi, mais si c'est pour faire du maïs, pour finir dans les méthaniseurs au terme du biogaz et de constater la spéculation qui peut s'organiser aujourd'hui au détriment des éleveurs, je pense que l'agriculture va avoir des comptes à rendre très rapidement à la population. Voilà, c'était mon propos introductif. Nicolas Mandic, président de la Fédération de pêche de l'Ain. Je tenais simplement d'abord à saluer le travail scientifique qui est fourni par l'OFB, notamment du pôle lyonnais qui nous aide énormément sur le volet hydroélectrique. On a la chance d'avoir des scientifiques réellement indépendants dans vos services et ça c'est remarquable et on se sert régulièrement de votre savoir et de vos compétences. Donc je tenais à vous remercier personnellement pour ça. J'ai une question très simple. Compte tenu des difficultés à cause de vos effectifs actuels parfois pour avoir simplement un constat, une évaluation des mortalités suite à des pollutions, c'est le cas dans mon département où sur une petite pollution, j'attends le retour de l'OFB depuis près de 2 ans et demi, sur à peine quelques centaines de mètres. Est-ce que vous pouvez m'expliquer techniquement et simplement comment vous allez faire pour aider Madame la Ministre à quantifier l'impact du cormoran sur 450 000 km de cours d'eau et 620 000 hectares de plans d'eau avec les effectifs actuels de l'OFB? Voilà, question très simple, parce qu'elle vous a quand même un petit peu mis dans l'engrenage en citant le fait que vous allez nous aider à fournir des études locales. Moi, 450 000 km de cours d'eau et 620 000 hectares, je me répète, mais c'est très important d'enregistrer ces chiffres. Quand on n'arrive même pas à avoir une quantification de pollution sur 300 mètres, depuis 2 ans et demi, je me pose énormément de questions. Voilà, merci, monsieur le directeur. Deux éléments de réponse. D'abord, le premier sur l'indépendance, parce que finalement, vous me permettez merci de la reconnaissance de cette indépendance des agents de l'OFB. Je veux le redire ici parce que tout le monde ne comprend pas forcément le positionnement de l'Office français de la biodiversité, qui est jeune,
C'est un établissement public qui n'a pas d'opinion, qui n'est pas une ONG. Je le dis à mes agents tous les jours. On n'a pas à être pour ou contre quoi que ce soit. Sur la chasse, j'ai besoin de le rappeler de temps en temps. Sur la pêche, je veux le faire aussi. Voilà, on est là pour accompagner les politiques publiques et fournir de la connaissance. Après, libre à ceux qui veulent l'instrumentaliser, mais nous on la fournit en toute, comme vous dites, objectivité et indépendance. Donc merci de le saluer, ça me fait toujours plaisir de l'entendre, et en tout cas c'est l'état d'esprit qui doit animer chaque agent de l'OFB. Il n'y a pas de place pour militantisme à l'OFB, place pour l'expertise et les missions de service public. Deuxièmement, sur le cormoran, vous avez peut-être entendu que j'ai dit, c'est pas en réponse à la ministre, qui m'a en effet, enfin c'est ma ministre, donc par définition, je fais ce qu'elle me dit. Et je vous apporterai pas une réponse technique. Mais vous m'avez entendu dire qu'on ne pourra pas faire ce travail sans s'appuyer, avant tout, sur le réseau que vous constituez. Évidemment qu'on n'a pas la capacité à documenter, à analyser, à objectiver les dégâts et les pressions et les mortalités piscicoles dues au cormoran sans vous. Vous êtes les premiers à pouvoir nous donner ces informations. Et donc, je le redis, je souhaite qu'on s'appuie sur vous. Et on va s'appuyer sur vous. Ensuite, il y a un travail d'expertise, de documentation, parce qu'il y a le travail des scientifiques et des experts, de transformer ces données pour les transmettre au service de l'État, à notre tutelle, pour qu'ensuite des décisions soient prises. Mais rien ne se fera sans vous. Et évidemment, on ne pourra jamais faire ce travail gigantesque. On regarde l'échelle que vous évoquez sans vous. Voilà, j'imagine même pas qu'on puisse le faire, ou alors ça prendra 20 ans. Et je ne pourrais pas y mettre toutes les équipes de l'OFB, vous en avez bien conscience. Si on veut parler de l'anguille et de son cycle, on a un cycle très long, entre 9 et 12 ans avant que l'anguille reparte à la mer pour se reproduire. Donc c'est effectivement la particularité de cette espèce qui vient en rivière pour grossir, alors que d'autres espèces viennent de la mer pour aller se reproduire en rivière, grossir et repartir à la mer. Et ensuite, il faut imaginer ces bébés anguilles, puisque ce sont même des larves, qui vont venir de la mer pour revenir dans nos cours d'eau et qui vont se retrouver effectivement en grande difficulté alors qu'elles vont avoir dépensé une énergie folle pour pouvoir ne serait-ce que déjà venir de la mer et arriver en rivière et buter sur des ouvrages qui ne sont pas du tout aménagés et mourir tout simplement au pied des ouvrages. Situé sur la Sarthe, cet ouvrage n'est qu'un exemple parmi des milliers. Il incarne toute la problématique de la continuité écologique et la faillite de l'État. Malgré des obligations réglementaires anciennes, aucun travaux n'ont été entrepris pour permettre la libre circulation des poissons et des sédiments. Alors cet ouvrage, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est un ancien ouvrage de navigation qui a été d'abord surélevé. Donc aujourd'hui cet ouvrage est équipé d'une centrale hydroélectrique pour laquelle 3 turbines ont été aménagées dans les années 70 et qui aurait dû, dans le meilleur des cas, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on suit cet ouvrage, être mis en conformité depuis 10 ans. L'ouvrage n'est pas franchissable pour les petites anguillettes qui viennent de la mer, et les anguilles, le peu d'anguilles qui restent, donc de géniteurs, qui devraient repartir à la mer pour se reproduire, passent, obligatoirement par les turbines, pour finir en chair à turbine. Voilà. La réalité physique, et mécanique, elle est là, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre, un ouvrage, quel qu'il soit, mais à partir du moment où celui-ci, d'abord, respecte les conditions d'exploitation, respecte les conditions environnementales et respecte les obligations qui sont assignées, notamment en matière de préservation des biodiversités. Et quand les anguilles passent dans la turbine là-bas, elles finissent en tronçons de 15-20 cm, ça se voit pas, quoi.
l'hydroélectricité, qu'elle soit grande ou petite hydroélectricité, est qualifiée d'énergie verte. Elle n'a de vert que parce qu'elle utilise un élément naturel qui est l'eau. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas sans impact. C'est des poissons qui disparaissent. Et en plus, c'est pire et dramatique quand ce sont des poissons qui vont se reproduire. Là, la reproduction, elle est nulle. On ne nous entend pas, on ne veut pas nous écouter parce que derrière, il y a des intérêts particuliers, des intérêts financiers, parce qu'il faut aussi le dire. La biodiversité, on est prêt à la sacrifier sur l'autel du bénéfice économique. Aujourd'hui, nous avons besoin que cette continuité écologique soit appliquée dans sa rigueur la plus totale. C'est extrêmement important et heureusement, je dis bien heureusement que les pêcheurs sont là. Il n'y a pas une fédération, il n'y a pas un département, il n'y a pas une APPMA, parce qu'il y a des associations locales aussi, qui ont les mains dans le cambouis, qui ont les pieds dans l'eau, et qui se battent pour effectivement, je dirais, que les choses avancent dans ce domaine. Cette campagne de communication, elle est liée d'abord à l'urgence de la situation, puisque quand on dit « sauvons nos rivières », ça fait partie de notre patrimoine à tous, collectif, et pas uniquement des pêcheurs ou des fédérations de pêche, c'est effectivement l'urgence qu'il y a à agir. Le premier élément essentiel qui a joué sur la diminution des populations de poissons migrateurs, c'est la mise en place de barrages, de grands barrages. Ensuite, l'urbanisation, l'industrialisation, donc la baisse de la qualité de l'eau, l'utilisation des graviers pour les routes. On ne se rend pas compte de la valeur de la biodiversité et de l'importance de sa fonctionnalité pour maintenir en bon état les écosystèmes. La communauté de poissons migrateurs est un patrimoine qui est absolument inestimable et qu'il faut pouvoir conserver à travers les générations. On est les garants de ce patrimoine piscicole exceptionnel. Nous garantirons son avenir uniquement par l'implication de la pêche de loisirs. Il y a 8 associations migrateurs réparties sur les 6 grands bassins hydrographiques et également en sous-bassins qui ont des actions sur les milieux aquatiques et notamment sur l'ensemble des espèces migratrices. Avec des actions sur le terrain, notamment des actions de restauration, sur la continuité écologique, l'effacement des seuils, la mise en place d'aménagements, notamment les passes à poissons, le maintien et le développement des habitats et des zones de frayère, le suivi technique des populations. Le fait de prendre une carte de pêche, c'est aussi de faire un acte militant. Et nous avons besoin de cet acte militant pour sauvegarder l'ensemble des populations piscicoles et bien entendu les migrateurs.